Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Terre et Mer. Je suis à bord de l'Amborella, le navire du gouvernement, et nous partons pour 14 jours de campagne dans les îles Chesterfield, situées à 550 km au nord de la Grande Terre, pratiquement à mi-chemin entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. 5 membres d'équipage et 4 scientifiques vont étudier les tortues, les oiseaux, mais aussi l'érosion de ces atolls éloignés. Un vrai Eldorado pour les scientifiques. On est venu découvrir la zone, puisqu'on la connaît très très mal. Ça fait simplement 3-4 ans qu'on a un bateau capable de venir. Beaucoup d'usagers de la mer nous disent « mais vous êtes ridicules, qu'est-ce que vous faites là ?» Il n'y a personne pour venir pêcher ici. L'une des manières de savoir si la population de tortues est en bonne santé, c'est la taille moyenne des carapaces, si tu veux. Correct, elle n'est pas en danger. C'est une zone relativement préservée. C'est un véritable miracle de la nature. On se retrouve avec un monde où les animaux n'ont pas peur de nous. Un monde qui est très vivant, mais où l'homme n'a pas vraiment sa place. Bon, Nico. Donc là, on vient de quitter l'Amborella, donc on est sur la caille sud de l'île Longue. On va descendre sur tous les îlots qui vont jusqu'aux îlots du Passage qui sont là-bas. On va tracer un trait autour de la plage, nettoyer la plage avec une herse, de manière à ce que demain, quand on reviendra, on pourra compter le nombre de montées de tortues pendant la nuit. Première journée, première étape quoi. Première journée, première étape, donc c'est le début. On va compter pendant 10 jours pour essayer d'avoir des données, parce qu'on pense que les tortues pondent en moyenne tous les 10 jours. Donc ça sert à rien de compter plus longtemps. Par contre, c'est bien de compter pendant 10 jours. Et il faut pas trop traîner là, apparemment vous en avez une en visuel là. Oui, là on est un peu tard, là normalement on arrive bien plus tôt, mais comme c'est le premier jour, l'Amborella est arrivé à 9h30, à mouiller à 9h30 et on en a une sur la plage qui est en train de redescendre. Ouais. Donc je sais pas si on va arriver assez tôt pour voir si elle est baguée ou pour la baguer, puisque en même temps, donc, quand on en voit comme ça, qui ont fini de pondre, puisque c'est le matin, elles ont passé la nuit sur la plage normalement, donc on essaye de les baguer à ce moment-là. Donc on va essayer de se dépêcher pour aller l'attraper. Ok. Voilà, on met la bague. Et c'est comme un piercing, en fait, on va lui faire un piercing. Donc on va mettre la patte ici, et ça va rentrer derrière et ça va accrocher derrière. Donc le numéro, bien sûr, on va le noter. Et on le mettra dans une base de données. Si quelqu'un en Australie ou ailleurs la voit, ou si nous on la revoit dans un an ou deux, on saura que la tortue, soit elle est revenue ici, on saura où elle a été mangée, puisqu'elle vient ici se pondre. Voilà. Elle est prise. 24 903. Maintenant, on va la mesurer. Donc la mesure... Alors ça, la mesure, c'est un truc important parce que l'une des manières de savoir si la population de tortues est en bonne santé, c'est la taille moyenne des carapaces, si tu veux. Si les individus qui veulent pondre sont toujours à peu près de la même taille, donc du même poids, donc du même âge, on peut penser que la population est plutôt dans une phase correcte, elle n'est pas en danger. 104,4. Voilà, c'est bon, elle va y aller toute seule. Et donc elle est baguée, j'ai bien bagué à droite, avant droite. Avant droite. Alors, on est tout de suite dans le vif du sujet. Bon ben c'est super, peut-être que ça commence bien. Ok. Donc ça dure. Ça c'est le fameux boulet. La première fois qu'on a essayé de faire ça,
On n'était pas du tout équipé, on avait une masse qu'on avait accrochée à un bois. Donc on tirait derrière nous comme ça, un peu comme une arrière. On a fait un îlot, on était épuisé. Et en fait, on a trouvé un plomb de sonde, ce qu'on appelle le boulet. C'est un plomb de sonde pour la pêche en fait. Et on l'a accroché derrière un bout. Et on s'est aperçu que ça faisait des belles traces. Et alors ça, c'est quoi? Ça permet quoi? Et donc là, en fait, on fait la trace. Tu vas voir, ce qui serait pas mal, c'est que tu filmes la plage avant, là où il y a une trace de tortue, et après. Tu verras qu'une fois qu'on est passé, on voit parfaitement que c'est nettoyé, on voit parfaitement la trace. Et après, quand une tortue demain va monter pendant la nuit, elle va couper la trace, on verra très bien qu'elle est montée pendant la nuit. Donc on sera capable de compter toutes les montées de la nuit. Parce que si on ne fait pas ça, on voit des traces. Mais on est incapable de dire si elles sont montées aujourd'hui, hier, il y a 2 jours, il y a 3 jours. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. L'objectif, c'est de savoir la Nouvelle-Calédonie gère, ce qu'il y a dans le parc naturel de la mer de Corail, de savoir plus précisément et de mettre en place des mesures de gestion qui soient adaptées à la biodiversité, à la richesse de cet environnement, mais qui en même temps permettent aux activités humaines qui ne posent pas de problème de continuer à se dérouler. Alors il y a 2 grands rôles. Il y a le rôle avant la mission, qui est vraiment le rôle fondamental, c'est-à-dire qu'on va calibrer la mission, on va choisir les scientifiques qui vont venir avec nous, en fonction des problématiques qu'on a pu identifier les fois précédentes. Donc là, clairement, c'était le comptage des pontes de tortues, le comptage des oiseaux, le suivi des fourmis électriques et puis l'évolution des îlots, parce qu'on a vu les 2 dernières fois des choses qui nous ont semblé évoluer assez vite, donc on voulait vérifier. Donc on a calibré la mission comme ça. Après, pendant la mission, le rôle, c'est de prendre les décisions tous les jours, de savoir qui fait quoi, d'essayer de permettre à chacun d'atteindre ses propres objectifs, quel que soit le sujet, et d'organiser donc le travail des uns et des autres et le déplacement du bateau, en fonction aussi de la météo et des choses qu'on peut voir. 29, 28, 27. Ouais. Et marque 10,70 m fin de talus. Alors, on est venu sur les îles Chesterfield dans le cadre du projet de l'Observatoire du littoral qui a pour but de répondre aux enjeux et aux problématiques liées au littoral. Donc je suis venu faire un état initial de la géomorphologie de l'ensemble des îles du plateau des Chesterfield. Avant de venir sur des sites, on fait une étude historique. Donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs photos aériennes de différentes époques et on arrive à tracer le trait de côte et à connaître son évolution. Sur les îles de Chesterfield, c'était spécial parce qu'on n'avait qu'un jeu de photos aériennes qui datait de 2008. Donc du coup, on n'avait pas de recul sur ce qui se passait ici. Donc cette mission permettait de voir dans quel état étaient les différents îlots de cet atoll. Sur la plupart des îlots qu'on a visités, on a pu remarquer que toutes les côtes au vent, c'est-à-dire les côtes exposées au sud-est, sont en érosion. Les îlots progressent vers l'intérieur du plateau des Chesterfield. C'est un peu ce à quoi on s'attendait parce que forcément quand on est exposé au vent, on est aussi exposé à la houle dominante. Donc il y a plus de géodynamique des côtés est des îlots. Donc le sable est ramené plus du côté ouest et on voit une progression des îlots sur l'intérieur du plateau des Chesterfield. Alors là du coup on se balade tout simplement sur la plage, on fait une ronde pour essayer de détecter des traces de montée de tortues. En montant sur la plage, les tortues vont laisser des traces assez évidentes sur le sable et ça va nous permettre de savoir qu'il y a un individu qui est en train de pondre sur la plage. Là c'est uniquement de la détection, essayer de trouver à quel endroit on a une tortue qui sera éventuellement disponible pour être balisée. Sachant que si on observe une tortue en train de monter ou qui commence juste à faire son nid, on va avoir pas mal de temps devant nous pour nous préparer parce qu'elle va mettre un certain temps à tout faire, à creuser son trou, à pondre, etc. Je vois la pointe nord, enfin la pointe sud-est d'ici, et il n'y a aucune trace de montée pour l'instant. Ok, pareil de notre côté, rien du tout. On va marcher encore
Encore 5 minutes et puis après on fera demi-tour. Le WWF a décidé de venir déployer des balises Argos ici au Chesterfield, justement du fait que on sait aujourd'hui qu'a priori on a une population différente d'entrecasteaux. Et donc ça nous intéresse au plus haut point de savoir où les tortues vont se rendre une fois qu'elles auront fini de se reproduire ici, sur quelle zone de nourrissage elles vont se déployer et quelles routes elles vont employer pour se rendre sur ces routes de nourrissage. Ces balises ont l'avantage de pouvoir émettre n'importe où dans le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a déployée ici, on va être en mesure de suivre la tortue n'importe où dans ses déplacements, même si elle décide de faire le tour de la Terre, elle sera détectable à n'importe quel endroit. Ici, on est sur un site tout à fait intéressant pour les tortues, puisque on a de nombreuses pontes sur différents îlots des Chesterfield, avec par exemple sur l'île Longue, là où on se trouve actuellement, à peu près une 50aine de montées là, au cours de la mission. On peut considérer que les Chesterfield représentent un véritable sanctuaire pour ces tortues vertes, puisque ici eh bien, il n'y a personne qui habite, il y a très peu de fréquentation. Et donc les perturbations qui en général dérangent les tortues, comme les lumières, le bruit, la fréquentation des plages, sont quasiment inexistantes ici. Donc elles bénéficient vraiment d'un environnement très favorable pour venir se reproduire. Et du coup, on a une grosse densité de tortues vertes, sachant que sur ces îles des Chesterfield, on a a priori uniquement des tortues vertes qui viennent se reproduire. Dis-moi Pierre, tu pars pourquoi là aujourd'hui? On va évaluer la population d'oiseaux de la zone non arborée. Ok. Et tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste ton boulot là pour le coup sur cette zone? C'est d'essayer d'évaluer le nombre de couples reproducteurs de telle ou telle espèce au mètre carré. Donc tous les 50 mètres, je vais m'arrêter, prendre une ficelle qui fait 9,77 m. Ça marche très bien avec 3,14 pour des cercles et ça donne des chiffres ronds. Donc ça me fera des circulaires de 300 mètres carrés. Sur ces 300 mètres carrés, je le divise comme un gâteau en 4 quarts. Et j'évalue tout ce qu'il peut y avoir. Terrier de puffin, nodibrin, foubrun. Okay. Tout ce qui en fait se reproduit sur ces herbes ou sur ces lanternes indiennes, les buissons. En point de repère, le sac photo est très utile. Parce qu'en fait, il faut savoir toujours où on a commencé. Et de préférence commencer avec le soleil dans le dos. Et on fait des quarts de gâteau, tranquillement, en comptant tout ce qu'on trouve. Au premier quart, on pose sa ficelle et on va voir ce qu'il y a sur l'intérieur du quart. En faisant bien attention à ce qu'on fait, on commence à explorer la moitié du prochain quart pour économiser les mouvements. De façon à jamais revenir sur le même bout de terrain. Là, on a un terrier de puffin. Ouais. Rapidement, il ne faut pas déranger les choses. La difficulté, c'est de savoir s'il est actif. On voit des traces d'entrée, des petites palmes. Donc on est sûr que ce n'est pas un fou. Et on voit que, et c'est nettement plus visible le matin, on voit qu'on a rejeté du sable. Le sable n'a pas tout à fait la même couleur. On voit qu'il est entretenu. Et là, il y a un bon petit couloir. On ne va pas les embêter. Donc en fait, on compte le nombre de ce qu'on appelle des terriers actifs, ou qui paraissent actifs. Après, on peut éventuellement vérifier. Donc puffin du Pacifique, eh ben, c'est la belle Pépé. Pépé. Et on coche, pouf. C'est très scientifique. Mais ça, c'est des méthodes vieilles comme... C'est des méthodes qu'on n'a pas inventées, c'est des méthodes frustes, élémentaires. Ça, le carnet, il résiste à la pluie. C'est pas un ordinateur, on est sur un bateau. Là, on a vu un grain qui est passé à côté de l'île. Il faut savoir qu'il peut arriver n'importe quoi. Donc, il faut vraiment des méthodes très simples, très frustes. L'important, c'est d'être répétitif dans le temps. S'il y a des erreurs,
elles sont en fait corrigées. Les faux positifs se corrigent en faux négatifs. L'important, c'est de comparer sur le même protocole. Et une fois qu'on a établi un protocole, comme nous dit le chef de mission, on se colle au protocole. Cet inventaire permet de faire une sorte d'état de santé sur les 12 espèces marines d'oiseaux. Chacun de ces oiseaux est un sommet de chaîne alimentaire. Donc, quand j'ai un certain nombre de reproducteurs capables d'élever des jeunes, c'est-à-dire poussins, juvéniles, immatures, c'est un signe de bonne santé de l'ensemble du lagon périphérique et de l'ensemble de la zone marine périphérique, ce qui pour les frégates se représente parfois jusqu'à la bande intertropicale pour la pêche. Alors ça va permettre, dans le cadre du plan de gestion du parc de corail, donc cette vaste zone maritime, l'inventaire des terres émergées, que ce soit Entrecasteaux, que ce soit Chesterfield, que ce soit Walpole, Matthews, Hunter, ça permet de donner une valeur à ces îlots. Ces îlots, c'est les seuls endroits où peuvent se reproduire ces espèces maritimes ou ces espèces pélagiques. Et contrairement aux îlots du lagon calédonien, on peut encore compter le nombre de couples reproducteurs par centaines, par milliers ou par dizaines de milliers. Donc nous sommes très riches. Donc le travail d'inventaire va permettre d'année en année d'affiner le plan de gestion, c'est-à-dire de définir ce qu'on doit mettre en réserve intégrale, c'est-à-dire c'est très précieux sur le plan biodiversité, biomasse de la vie-faune. Vous connaissez la réputation de la barrière de corail. Les Australiens sont très fiers de la barrière de corail. Quand les ornithologues australiens viennent au Chesterfield, ils sont ébahis. Donc ça nous donne un rang mondial. C'est une zone relativement préservée. C'est un véritable miracle de la nature. On se retrouve avec un monde où les animaux n'ont pas peur de nous. Un monde qui est très vivant, mais où l'homme n'a pas vraiment sa place. Dans le parc naturel de la mer de Corail, il y a un tiers des récifs du monde qui sont à plus de 20 heures de bateau des humains. Et ces milieux qui sont à plus de 20 heures de bateau, on les considère comme quasi vierges, même si de temps en temps il y a un bateau qui passe. Et donc on a un lieu d'étude privilégié pour étudier la nature sans l'homme. C'est des points de référence. En subaquatique, si vous voulez, par exemple, les études, il va y avoir des études qui vont se faire, qui vont comparer les réserves, par exemple près de Nouméa, avec ces endroits loin des hommes. Et on s'aperçoit, en fait, c'est vraiment le point de référence. Ça permet de dire le maximum, en fait, c'est ici. C'est là où il y a le plus de poissons, c'est là où il y a en diversité, en quantité, etc. Ça donne des points de référence pour la science. C'est un milieu vraiment, vraiment magique, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de tortues, dans l'eau énormément de poissons, des animaux avec un comportement particulier, des requins qui viennent vous voir, qui sont rien à voir avec les requins qu'on peut voir là où il y a beaucoup d'humains. Et puis cette immensité, et toutes ces choses à découvrir.
puisque à chaque fois on découvre des nouvelles choses. Chaque mission est différente, puisqu'à chaque mission en fait on prépare la mission suivante. On s'aperçoit de ce qu'on ne sait pas et donc des nouveaux scientifiques avec lesquels il faut partir. Donc c'est vraiment une découverte permanente et c'est vraiment passionnant. Là, on essaie de nettoyer un peu l'îlot, ramasser un peu les saletés, tous les déchets qu'il y a autour de la plage, pour laisser un îlot propre, quoi. Ce que vous faites à chaque fin de mission À chaque fois, chaque mission, que ce soit ici à Chesterfield ou entre Casto, on ramasse tout le temps les saletés. Et il y en a, hein? Oh, là, il y en a, Il y en a vraiment des saletés. Il y a même les saletés qui viennent d'ailleurs. C'est pas les saletés seulement de chez nous, de la Grande Terre, mais ça vient d'ailleurs tout partout. Ah ouais. On en trouve des bouteilles de n'importe quelle marque. Voilà, on va essayer de ramasser un peu tout ça. Pour la province sud, le système de mettre en protection certains îlots, de mettre en réserve certaines zones pour laisser le poisson se reproduire, parce que plus de poissons, plus d'oiseaux de mer. Donc, et nous, pour les Chesterfield, c'est plus d'envisager l'avenir, mais c'est vrai, beaucoup d'usagers de la mer nous disent « mais vous êtes ridicules, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a personne pour venir pêcher ici. » Eh bien, le contre-exemple, et on le voit bien, c'est ces Vietnamiens, et là on est en plein dans l'actualité, on a ramassé des bouteilles d'eau de ces Vietnamiens. J'ai vu des terriers enfoncés à Reinhardt et je suppose que ce sont des pieds humains. Donc de là à suspecter qu'il y a eu collecte d'œufs, j'ai trouvé des tas de duvets de puffins du Pacifique à droite et à gauche. Non, nos terres émergées, elles peuvent offrir des ressources à des gens qui sont très en besoin de ressources alimentaires et de ressources financières et qui n'ont plus aucun scrupule de ce fait. Ouais, fin de mission, tout s'est bien déroulé. J'ai pu faire tous les relevés, tous les profils de plage qui étaient prévus, donc c'est nickel quoi. Maintenant il ne reste plus qu'à aller au bureau et traiter tout ça. C'est-à-dire que c'est pas tout de recueillir de la donnée, il faut après la traiter et l'interpréter. On a confirmation qu'il y a vraiment des îlots intéressants qu'il va nous falloir protéger en matière d'oiseaux. On a fait les profils de tous ces îlots pour voir un peu comment ils vont évoluer. On a confirmation aussi malheureusement qu'il y a des bateaux vietnamiens qui viennent pêcher les holoturies dans le parc naturel de la mer de Corail. Ça c'est dommage. Mais voilà, mission super avec du beau temps plutôt et puis une équipe sympa et qui a bien bossé. Alors après donc le Casto, Chesterfield, chef, on va où l'année prochaine? Eh bien, il nous reste des îlots plutôt subaquatiques comme Petri Astrolabe qui sont super riches en poissons au niveau mondial. Hein. Ils sont dans le top 5 des récifs et ils sont dans le parc. Et puis après, on a Walpole. Alors Walpole qui a une île haute, un peu comme les Loyautés, sur lesquelles il y a beaucoup d'oiseaux, mais aussi il y a des rats, tout un tas de problématiques avec l'exploitation du guano qui a eu lieu. Et puis après, on a Mathieu Hunter. Donc là, Mathieu Hunter, du volcan, des fubroles, des paysages magnifiques. Il nous reste encore 2-3 expéditions à faire. Rendez-vous l'année prochaine. Ouais, peut-être. Merci chef. Salut. Les 14 jours de mission sont terminés. Nous arrivons à bon port après 56 heures de navigation. Mais le travail ne fait que commencer pour les scientifiques, puisqu'ils vont devoir analyser toutes les données récoltées sur ce terrain d'étude pas comme les autres. Nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sans oublier un grand merci à tout l'équipage de l'Amborella. À bientôt!